Récemment, Elon Musk a fait un discours au Royaume-Uni qui a, disons, fait pas mal de vagues. Il y a présenté une vision vraiment radicale de l'avenir du pays. Alors, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va décortiquer ensemble ses arguments, ses points les plus percutants, en se basant sur ses propres mots. On va commencer directement avec une de ses phrases les plus chocs. Soit on se défend, soit on meurt. Ça pose tout de suite le décor, hein. On comprend qu'on est dans un registre d'urgence absolue, où pour lui, ne rien faire, c'est pas une option. Bon, le point de départ de tout son raisonnement, c'est une idée très forte. La Grande-Bretagne serait en pleine crise existentielle. C'est vraiment la fondation sur laquelle il va construire toute son argumentation. Et le mot qu'il utilise est sans équivoque. Il parle de destruction. D'après lui, ce n'est pas juste un petit déclin, non. La nation britannique serait carrément en train d'être démantelée, et à un rythme qui s'accélère. Alors on peut se demander sur quoi il se base pour affirmer quelque chose d'aussi grave. Eh bien, il pointe du doigt plusieurs choses. Il parle d'une migration qu'il qualifie de massive et d'incontrôlée, mais il insiste surtout sur un gouvernement qui, selon lui, échouerait complètement à protéger ses propres citoyens. Il mentionne une inaction face à des crimes particulièrement horribles et il lance cet avertissement. Cette violence, elle pourrait bien finir par toucher tout le monde. Ce qui est intéressant, c'est de voir à qui il parle. Il ne s'adresse pas aux militants déjà convaincus. Non, il vise ce qu'il appelle le centre raisonnable. En gros, les citoyens ordinaires, ceux qui ne font pas de politique tous les jours. C'est eux qu'il essaye d'alerter avant qu'il ne soit trop tard. Bon, face à cette crise qu'il décrit, quelle serait la solution? Pour Musk, tout part d'un outil essentiel, un outil qu'il pense menacer aujourd'hui, la liberté d'expression. Pour lui, la liberté d'expression, ce n'est pas juste le droit de dire ce qu'on pense. Non, c'est l'outil indispensable pour atteindre la vérité des choses. Et ça passe par un débat, un vrai débat actif. Il dit en substance que sans ça, on ne peut pas vraiment identifier les problèmes et donc encore moins les résoudre. Et c'est là que son discours devient particulièrement direct. Pour qualifier ses opposants idéologiques, il utilise des mots d'une violence assez rare, comme on le voit ici. C'est une accusation frontale, sans détour. Sa critique se tourne ensuite vers le gouvernement en place. Et là, il va jusqu'à retourner la formule démocratique de base en affirmant que l'État n'agirait plus pour le peuple, mais carrément contre le peuple. Musk va encore plus loin. Il identifie ce qu'il considère comme la racine du mal, une idéologie précise. Il l'appelle le virus mental woke et la présente comme un obstacle majeur au bon sens et au progrès. Pour être clair, il met en opposition deux modèles. D'un côté, la méritocratie, qui serait basée sur le talent, le travail, l'intégrité, bref, un système juste, et de l'autre, ce qu'il nomme l'idéologie woke, qu'il décrit comme fondamentalement discriminatoire, et il n'y va pas de main morte, il la qualifie de super raciste et super sexiste. Alors, face à cette idéologie qu'il dénonce, il propose quoi? En fait, un retour à des principes qu'il estime universels, le bon sens et l'équité. C'est ça, le cadre qu'il voudrait voir revenir au centre de la société. On en arrive maintenant à l'une des théories les plus, controversées de son discours. C'est une théorie avec laquelle il essaye d'expliquer ce qui serait, selon lui, la logique cachée derrière les politiques migratoires actuelles. L'idée centrale, c'est la suivante. Certains partis politiques, parce qu'ils n'arriveraient plus à convaincre les citoyens déjà présents, auraient une incitation massive à faire venir de nouvelles populations. Des populations qui, selon cette théorie, seraient plus susceptibles de voter pour eux. Il va même jusqu'à décrire le processus en 4 étapes. Étape 1, le parti n'arrive plus à convaincre. Étape 2, il fait venir des gens d'ailleurs. Étape 3, il se bat pour que ces nouvelles personnes puissent voter. Et l'étape 4, la conséquence finale selon lui, c'est que le vote des citoyens d'origine perd de sa valeur. Il est comme dilué. Et cette citation, elle résume bien la menace qu'il décrit. Pour lui, ce n'est pas juste une vague hypothèse. Non, il est très catégorique. Il affirme que c'est à 100% ce qui est en train de se passer. Bon, tous ces arguments nous amènent à une conclusion assez dramatique. Il dépeint le moment présent comme un carrefour, une bifurcation. Un choix décisif à faire entre deux futurs qui n'ont absolument rien à voir. Du coup, son appel à l'action est tout aussi radical. Il ne dit pas d'attendre les prochaines élections prévues, pour lui c'est beaucoup trop loin. Il appelle carrément à un changement de gouvernement révolutionnaire, qui devrait passer par de nouvelles élections et le plus vite possible. Et les deux chemins qu'il présente sont vraiment aux antipodes. D'un côté, on continue comme ça et c'est la destruction du pays. De l'autre, on prend la voie de la grandeur, un futur qu'il va jusqu'à comparer à Star Trek rendu réel, imaginé, avec plus de liberté, moins de bureaucratie. Et pour lui, tout ça, ça se joue maintenant, dans les quelques années qui viennent.
Mais il termine en insistant sur un point hyper important. Ce futur radieux, il ne va pas arriver tout seul, ce n'est pas inévitable. C'est un futur pour lequel, et c'est ces mots, il faut se battre. On termine cette analyse avec une question inspirée par ses propres termes. Quand on présente un choix aussi binaire, aussi radical entre les ténèbres et la grandeur, qu'est-ce que ça nous dit sur l'état du débat public aujourd'hui et sur la façon dont on imagine les futurs possibles? C'est une question qui, je pense, mérite qu'on s'y attarde.